Comme vous le savez, je suis professeur d'histoire grecque à l'université de Paris-Ouest, dite aussi Nanterre, ou Paris 10, au terme d'un parcours qui m'a amené d'abord en classe préparatoire littéraire, en Cagne, comme on dit, selon la terminologie consacrée à Lyon, puis à la rue d'Ulm, ensuite à l'école française d'archéologie d'Athènes, et enfin comme enseignante dans plusieurs universités successives, à la Sorbonne, puis à Reims, et enfin à Paris 10. Je suis helléniste et latiniste de formation, en même temps qu'historienne. J'ai appris le grec, un peu comme vous, à partir de la classe de seconde. Mais avant de vous parler de l'or des Scythes et des Grecs de la mer Noire, je voudrais vous expliquer comment j'en suis arrivée à m'intéresser à cette région du monde située au nord-est de la Méditerranée, dont elle est une sorte d'appendice. Vous voyez ici une carte de la Méditerranée archaïque avec au nord-est la mer Noire et la mer d'Azov. Un jour de 1989, alors que j'étais à Ulm depuis 2 ans, l'un de mes professeurs, Paul Bernard, qui est aujourd'hui à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui avait dirigé une fouille en Afghanistan, qui connaissait très bien la Russie, me dit que ce n'était pas la peine de m'intéresser à la Grèce égéenne, telle que vous la connaissez, mais qu'il valait bien mieux aller du côté des colonies grecques du Pont Euxin, en particulier celles qui étaient situées en Russie du Sud. Là était l'avenir, selon lui, et il me conseillait alors fortement de me mettre aux Russes, ce que je fis, sans pour autant abandonner l'idée d'Athènes, car j'aimais trop la Méditerranée. Mais il faut dire qu'à cette époque, autrement dit, il y a bientôt 25 ans, l'idée d'aller en Russie, qui était encore l'URSS, était absolument exaltante. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé, le rideau de fer non plus, et traverser la frontière représentait en quelque sorte l'expérience de l'histoire en marche. Je partis donc à Moscou en train, pour la première fois de ma vie, en juillet 1991, et je poursuivis par le transsibérien jusqu'à Vladivostok. Mon premier contact avec l'immensité russe fut avec le nord de la grande steppe eurasiatique que je retraversais 10 ans plus tard pendant un autre voyage en allant en Mongolie puis en Chine. Un an après mon premier voyage, alors que j'étais membre de l'école française d'archéologie à Athènes, son directeur, Roland Etienne, ancien professeur d'archéologie à la Sorbonne, se mit à s'intéresser de près aux cités grecques du nord de la mer Noire et me confia alors, parce que je parlais russe, la responsabilité d'une mission archéologique, une mission archéologique au nord de la mer Noire, en collaboration avec un chercheur de l'Académie des sciences de Russie, installé à Moscou. Et c'est ainsi qu'entre 1991 et 2000, j'ai longuement arpenté les rivages de la mer Noire dans la péninsule de Taman, à une époque révolue où il n'y avait, du moins au début, aucune possibilité de contact direct avec la France en dehors du télégramme. Et un jour, malheureusement, vous voyez ici une mission qui a été quand même assez difficile, sportive. Moi, je prenais les photos, les hommes conduisaient la Jeep. Et un jour, malheureusement, il fallut renoncer aux missions car la zone où nous prospections était trop proche du Caucase, où les opérations militaires étaient intenses. Bref, ce furent 10 ans d'une aventure exceptionnelle où les Russes m'intéressaient certainement autant que les Grecs. Mais revenons justement aux Grecs et à la mer Noire. La mer Noire s'appelait le Pont Euxin chez les Grecs, ce qui signifie la mer bienveillante, accueillante, un adjectif qui aurait succédé à celui d'axeinos, inhospitalier, difficile à fréquenter. À moins que les Grecs n'aient parlé par là par antiphrase. La mer Noire est, de fait, une mer difficile à naviguer, en particulier près des détroits. Vous avez les détroits ici. En particulier près des détroits par lesquels on passe de la mer Égée au pont. Il faut traverser d'abord l'Hellespont antique, le détroit des Dardanelles aujourd'hui, puis la Propontide, la mer de Marmara, et enfin le Bosphore Thrace, qui est aussi appelé Bosphore aujourd'hui. Mais le navire qui veut remonter la mer Noire rencontre alors des courants contraires. Par ailleurs, la mer Noire est souvent agitée
de multiples tempêtes. Et certaines de ces côtes, du côté oriental, du côté de ce que les Grecs appellent la Colchide ici, ces côtes-là sont difficiles d'abord. Les Grecs se sont donc installés surtout sur les rives sud, ouest et nord de cette vaste plaine liquide de 435 000 km². Au nord, les Grecs rencontraient la grande steppe eurasiatique que vous avez ici en vert sur la carte. Cette steppe qui s'étend de l'Ukraine à l'ouest à la Mandchourie à l'est. Donc l'Ukraine par ici jusqu'à la Mandchourie ici. Ils voyaient là des paysages inédits pour eux, qui ne ressemblaient guère aux paysages méditerranéens, sauf sans doute en Crimée. Vous voyez la presqu'île de la Crimée se trouve, elle n'est pas très très visible ici, par ici, sauf sans doute en Crimée. Mais plus au nord ou à l'est, ce sont d'immenses plaines herbeuses où vivaient des nomades ou semi-nomades. Les bords de la mer Noire sont aussi ponctués de très grands fleuves dont les noms font rêver. D'ouest en est, vous avez le Danube, le Dniestre, le Dniepr ou le Don. Bref, les Grecs ont dû être sacrément dépaysés en s'installant là, d'autant que le climat, comme le rappelle Hérodote, n'était pas non plus tout à fait identique à la Méditerranée. Même dans le sud de la Russie ou de l'Ukraine, il ne fait pas toujours doux l'hiver, il neige. Certains Grecs ont même raconté ce qu'ils avaient vu et nous ont livré des descriptions ou des portraits saisissants de ces régions. Heureusement, car ainsi, ils nous permettent à notre tour d'écrire l'histoire, ce qui m'amène à la question des sources. La première question que vous devez vous poser, en tant qu'helléniste débutant et en tant qu'historien débutant aussi, c'est en effet celle de savoir comment nous connaissons ces Grecs, de la mer Noire ou d'ailleurs. Nous les connaissons par les traces qu'ils ont laissées. Des traces que les historiens appellent des sources. Vous avez dans vos manuels très souvent d'abondantes illustrations, de nombreux documents dont vous devez donner des commentaires. Ces documents sont ceux que nous appelons les sources. Sans source, et c'est le premier point dont je voudrais que vous vous souveniez aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire. Mais les sources peuvent être de genres très différents. Il y a bien sûr des sources écrites, et les historiens ont tendance souvent à les préférer. En histoire grecque, il y a dans les sources écrites ce qu'on appelle des textes littéraires. Ce n'est pas toujours de la littérature au sens que votre professeur de français donne à ce terme, mais ce sont des textes qui nous sont parvenus parce que des gens, en particulier des moines dans des monastères, ont passé des années, voire des siècles, à recopier puis à transmettre. On les trouve aujourd'hui dans la collection Guillaume Budet, avec une chouette sur la couverture des budets grecs et une louve sur la couverture des budets latins. Voici un budet de Thucydide, voici la chouette, un budet de Lucrèce, voici la louve de Rémus et Romulus. Par exemple, pour la mer Noire du Nord, nous avons un texte magnifique d'un historien qui s'appelle Hérodote, qui a raconté les guerres médiques dans ses histoires. Il évoque en particulier les Scythes, qui sont pour lui des barbares, et il explique leurs mœurs cruelles. Je vais vous lire un petit passage d'Hérodote, au livre 4 de ses histoires. « Quant à la guerre, voici les usages qu'ils observent. Un Scythe boit du sang du premier homme qu'il renverse, coupe la tête à tous ceux qu'il tue dans les combats et la porte au roi. Pour écorcher une tête, le Scythe fait d'abord une incision alentour, vers les oreilles, et la prenant par le haut, il en arrache la peau en la secouant. Il pétrit ensuite cette peau entre ses mains, après en avoir enlevé toute la chair avec une côte de bœuf. Et quand il l'a bien amollie, il s'en sert comme d'une serviette. Il la suspend à la bride du cheval qu'il monte et s'en fait honneur. Car plus un Scythe peut avoir de ces sortes de serviettes, plus il est estimé vaillant et courageux. Il s'en trouve beaucoup qui cousent ensemble des peaux humaines, comme des capes de berger, et qui s'en font des vêtements. Plusieurs aussi écorchent jusqu'aux ongles, inclusivement, la main droite des ennemis qu'ils ont tués, et en font des couvercles à leur carquois. La peau d'homme est en effet épaisse, et de toutes les peaux, c'est presque la plus brillante par sa blancheur. D'autres, enfin, écorchent des hommes depuis les pieds jusqu'à la tête,
et lorsqu'ils ont étendu leur peau sur des morceaux de bois, ils les portent sur leurs chevaux. Telles sont les coutumes reçues parmi ces peuples. Voilà une bien belle description ethnographique typique de ce qu'Hérodote aime écrire. Mais il n'y a pas que des textes littéraires, il y a aussi ce qu'on appelle des inscriptions dans nos sources écrites. En voici deux exemples. D'abord à gauche, ici, une belle inscription qui vient d'Olbia, Olbia pontique, qui parle des relations commerciales entre Olbia et les Athéniens. Ou encore cette autre inscription athénienne, dont vous voyez ici seulement la partie supérieure, ce qu'on appelle le fronton ici, qui est un peu coupé. On y voit des rois de la mer Noire qui sont représentés comme des barbares, avec des cheveux longs et de drôles de manteaux. Pourtant, il n'y a pas que des sources écrites, même si nous avons tendance à les privilégier. Il y a aussi des documents matériels qui nous ont été fournis par l'archéologie. On trouve des monnaies, comme celle d'Olbia, encore une fois Olbia pontique, qui dans les débuts sont en forme de dauphin. Ce sont des monnaies archaïques en argent. Ou encore des monnaies du IVe siècle avant Jésus-Christ, de la cité de Panticapée, l'actuelle Kertch en Ukraine, qui représente une figure de Pan sur le côté, vous avez ici le côté gauche, qui est ce qu'on appelle le droit de la monnaie, une figure de Pan, et au revers un demi-griffon et un esturgeon en dessous, parce qu'il y a beaucoup d'esturgeons dans la mer Noire. Voilà. Et 3 lettres, un pi, un alpha, un u, pour Panticapée. C'est ce qu'on appelle un ethnique. Mais il y a également des vases. Il y a également des vases dans ces sources, dont certains peuvent porter des images très évocatrices de peuples comme les Scythes. Vous avez ici une image placée sur un vase ouvert qui vient d'Athènes et qui représente ce qu'on appelle un archer scythe et qui date de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour notre sujet aujourd'hui, ce sont surtout des tombes monumentales, des tertres funéraires qu'on appelle des kurganes. Voici un kurgane. Et dans ces kurganes, on a souvent retrouvé des objets en or dont une belle partie est aujourd'hui conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. En voici un exemple de cet or des Scythes, entre guillemets, un très beau collier qu'on appelle un pectoral, qui a été trouvé dans le kurgan de Talstaïa Mogila en Ukraine. Alors, que sont venus faire ces Grecs dans cette région et quand sont-ils arrivés ? Ils sont arrivés très tôt, à une époque que l'on appelle l'époque archaïque et que vous avez peut-être vue durant la classe de 6e. Ils sont arrivés à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, puis ils se sont installés durant toute l'époque classique, au 5e et 4e siècle, et jusqu'au milieu du 3e siècle, pendant l'époque que l'on appelle l'époque hellénistique, celle qui commence à la mort d'Alexandre le Grand. Ils se sont installés là, par vagues successives, en plusieurs fois, dans un grand mouvement d'hommes que l'on appelle la grande colonisation archaïque, et qui touche un grand nombre de régions de la Méditerranée. Les Grecs, écrit Platon au 5e siècle, vivent autour de la Méditerranée comme des grenouilles autour d'une mare. Les Grecs se sont installés en Sicile, en Italie du Sud, en Libye, en mer Noire. Bien sûr, ce terme de colonisation est un terme que vous connaissez surtout pour les colonies que les Européens, les Français ou les Anglais par exemple, ont implantées au XIXe et au XXe siècle en Asie et en Afrique. Mais comme on pensait que ce qu'avaient fait les Grecs ressemblait à ces mouvements-là, on a appelé ces installations de Grecs à l'étranger des mouvements de colonisation. On n'a pas nécessairement raison de le faire. Et les historiens ont de longs débats entre eux pour savoir comment parler de ces processus sans anachronisme, c'est-à-dire sans plaquer des conceptions modernes sur des réalités antiques. Mais par commodité, on continue de parler de la colonisation archaïque. Mais avant de voir comment les Grecs se sont installés dans la mer Noire, il faut se demander
d'où ils partaient et ce qu'ils laissaient derrière eux. Vous le savez peut-être, les Grecs de la mer Égée étaient organisés en cités. En grec, la cité se dit polis. La cité grecque est une forme d'État un peu particulière, composée d'un centre urbain, Astu, Toastu, et d'un territoire, la Chora. Comme l'ont bien expliqué deux philosophes des choses politiques, qui sont Platon et Aristote. Sur ce territoire et dans ce centre urbain, vivent des citoyens rassemblés en communauté, une communauté gouvernée par des institutions, par une constitution qui leur est propre, une politeia. Les cités grecques sont très nombreuses, plus de 1000 pour l'époque classique. Ce sont donc des micro-États disséminés sur un espace très vaste, tout autour de la Méditerranée, et pas seulement en mer Égée. Autrement dit, comme je le dis si souvent à mes étudiants, la Grèce antique, ça n'existe pas. En tout cas, cela n'existe pas comme État unifié. Il a fallu attendre l'année 1821 pour que la Grèce devienne un véritable État unifié, doté d'une capitale. Ainsi, Athènes, que vous connaissez pour ses monuments et son régime démocratique, n'a jamais été la capitale de la Grèce antique. C'est simplement une cité hors norme, exceptionnelle. Les Grecs qui partent quittent donc des cités et vont en fonder d'autres. Ce sont eux qui ont inventé le terme de métropolis, la métropole, la cité-mère. La cité-fille, quant à elle, porte des noms variés, le plus souvent celui d'apoikia, une apoikia, c'est-à-dire une habitation au loin. Mais il peut y avoir aussi des cités petites filles, car les apoikiai, à leur tour, donnent naissance à d'autres apoikiai. C'est le cas, par exemple, de la cité de Chersonèse taurique, qui est aujourd'hui Sébastopol, qui est en Crimée, qui avait été fondée par Héraclée Pontique, qui était située dans la mer Noire du Sud et qui était elle-même une colonie de Mégare. Mégare est une cité qui se trouve en Grèce continentale au sud-ouest d'Athènes. Alors pourquoi partir ? Eh bien, les Grecs s'établissent hors de chez eux parce qu'ils ont des problèmes le plus souvent, même si nous avons beaucoup de difficultés pour comprendre ces mouvements. Les sources écrites qui nous en parlent ont été rédigées bien après les événements, souvent 3 ou 4 siècles après. C'est un peu comme si aujourd'hui on ne connaissait l'époque de Louis XIV que d'après des récits du XXe ou du XXIe siècle. Cela pose des problèmes d'interprétation. Mais disons qu'ils s'installent parce qu'ils ont des problèmes. Quels sont ces problèmes ? Ce sont des problèmes politiques. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il y a des rivalités, des factions à l'intérieur d'une même cité, ou alors des problèmes de terre. Il n'y a pas assez de terre pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la sténochoria, l'étroitesse des terres. Parfois, on s'est même dit qu'ils s'en allaient pour faire du commerce, mais on a bien du mal à prouver leurs intentions. On peut en revanche montrer à quoi ils s'occupent dans leurs colonies, leurs apoikiai. Effectivement, ils pratiquent l'agriculture. On le sait parce qu'on étudie le territoire de ces cités nouvelles. Et ces territoires sont parfois spectaculaires. Il y en a même qui sont couverts de ce que l'on appelle des parcellaires. La terre y est découpée en lots qui sont donnés aux colons. C'est le cas de Chersonèse taurique, qui se situe sur ce qu'on appelle la péninsule d'Héraclée, la presqu'île d'Héraclée, et qui est découpée en morceaux. Chersonèse taurique, dont le parcellaire est exceptionnellement bien conservé. Mais les Grecs, ils pratiquent aussi le commerce, car les deux sont liés. Là, vous avez une ferme de Chersonèse taurique, mais les Grecs donc pratiquent aussi le commerce, car les deux sont liés. Dans le pont Nord, on produit du blé pour l'exporter, en particulier vers Athènes.
la mer Noire a toujours été ce que l'on appelle un grenier à blé, la mer Noire septentrionale. Pourtant, les Grecs sont bien loin d'être les seuls à occuper la mer Noire, même si les descriptions qu'ils ont laissées donnent à penser qu'ils ont trouvé une terre vide, une Eremos Kora, une terre vide. Mais pour un Grec, une terre qui n'a pas encore accueilli de Grecs est une terre vierge. Alors, qui sont ces peuples? Qui sont ces ethnées? Ethnées, c'est le pluriel d'ethnos. C'est un terme important pour comprendre ceux qui sont disséminés autour de la mer Noire. Hérodote, encore lui, nous a laissé une magnifique description de la mer Noire septentrionale qu'il appelle la Scythie, du nom du peuple scythe. Il s'est aventuré jusqu'à Olbia Pontique et de là, il décrit les habitants de la Scythie, au livre 4 des Histoires. Après le port des Borysténites, c'est-à-dire après Olbia, qui occupe justement le milieu des côtes maritimes de toute la Scythie, les premiers peuples qu'on rencontre sont les Callipides. Ce sont des Hellénocytes, c'est-à-dire des Grécocytes. Au-dessus d'eux sont les Alazons. Ceux-ci et les Callipides observent en plusieurs choses les mêmes coutumes que les Scythes. Mais ils sèment du blé et mangent des oignons, de l'ail, des lentilles et du millet. Au-dessus des Alazons habitent les Scythes laboureurs qui sèment du blé, non pour en faire leur nourriture, mais pour le brûler. Par-delà ces Scythes, on trouve les Neurs. Autant que nous avons pu le savoir, la partie septentrionale de leur pays n'est point habitée. Voilà les nations, j'aurais dû traduire par ethné, peuple, les peuples, situés le long du fleuve Ipanis, à l'ouest du Borysthène. Le Borysthène, c'est le Dniepr. Un peu plus loin, Hérodote dessine ce qu'on appelle une sorte de carte mentale de la Scythie, une carte qu'il raconte. Je vous lis le passage. La Scythie est en effet limitée, comme l'Attique, de deux côtés par la mer du côté du Midi, mer du côté de l'Aurore. À partir de la Tauride, tant au-dessus des Taures que du côté de la mer orientale, habitent des Scythes, à l'ouest du Bosphore cimérien, qui est le détroit de Kertch, et du lac Méotis, qui est la mer d'Azov, jusqu'au fleuve Tanaïs, le Don, qui débouche au fond de ce lac. Maintenant, à prendre à partir de l'Istros, c'est-à-dire le Danube, en s'enfonçant par le haut dans l'intérieur des terres, la Scythie est limitée d'abord par les Agathyrses, ensuite par les Neurs, les revoici, puis par les Androphages, ceux qui mangent les hommes, et enfin par les Mélanclines, qui ont l'humeur noire. Or donc, étant admis que la Scythie est un carré, touchant à la mer par deux de ses côtés, les dimensions en sont égales en tous sens, qu'on s'enfonce de la côte dans les terres ou qu'on longe la mer. En bref, pour délimiter les frontières de la Scythie, qu'il voit de manière parfaitement géométrique, pour établir sa géographie, Hérodote place sur la carte non seulement des toponymes, mais aussi des noms de peuples, ce que l'on appelle des ethnonymes. Il écrit ce que j'ai appelé une géoethnonymie, une géographie ethnique. Au milieu de cette liste des peuples, selon Hérodote, l'ethnos le plus caractéristique reste celui des Scythes, dont on a évoqué tout à l'heure la cruauté à la guerre. On pourrait également parler de leur autre grande caractéristique, le nomadisme. Ces gens se caractérisent, selon Hérodote, par le fait qu'ils sont invincibles, amakoi, dit le grec, invincibles, parce qu'ils sont inaccessibles, aporoi, on ne peut pas les attraper. Ils bougent sans cesse, donc on ne peut pas les attraper. Les Scythes d'Hérodote sont bien des barbares, ce sont d'ailleurs les Grecs qui ont inventé les barbares, ce sont eux qui les ont appelés ainsi, qui les ont caractérisés. Mais parmi tous les barbares, les Scythes occupent une place extrême. Comme le dit Hérodote, toujours au livre 4,
Les Scythes ont un prodigieux éloignement pour les coutumes étrangères. Les habitants d'une province ne veulent pas même suivre celle d'une province voisine. Mais il n'en est point dont ils aient plus d'éloignement que de celle des Grecs. Pourtant, à ces barbares, on a attribué des tertres funéraires, des kourganes, dont certains ont livré de magnifiques trésors. On a pensé que ces kourganes, qui ne ressemblaient pas du tout à des tombes grecques, à des sépultures grecques, ces kourganes auraient été construits par les habitants de la steppe, autrement dit, les Scythes que l'on trouve chez Hérodote. Le nord de la mer Noire présente en effet la particularité d'être ponctué de grands ou de moins grands tertres funéraires, ces fameux kourganes. Bien sûr, cette forme n'est pas spécifique au nord de la mer Noire. On en trouve tout le long de la grande steppe eurasiatique. Et ainsi, les plus beaux exemplaires de kourganes ont été retrouvés dans l'Altaï, en Asie centrale. L'Altaï est actuellement en Russie et au Kazakhstan. Ce sont les kourganes gelées de Pazyryk qui ont livré un matériel à la fois anthropologique, c'est-à-dire des squelettes, vous allez le voir, et archéologique exceptionnel à cause des conditions de conservation. Ils étaient conservés dans le sol gelé, ce qu'on appelle le permafrost. On voit ici un tapis, un bout de tapis en feutre, et puis une momie sur laquelle apparaissent des tatouages, les premiers tatouages que l'on ait retrouvés sur des momies. Mais pour en revenir aux kourganes de la mer Noire, au moment où la Crimée est passée sous la domination russe, à la fin du XVIIIe siècle, les kourganes ont été en quelque sorte redécouverts. Un bon nombre ont été pillés, mais d'autres ont été fouillés et les découvertes ont été transportées au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire. Dans ces kourganes, on trouvait des objets précieux, d'or, d'argent, d'électrum. L'électrum est un alliage naturel d'or et d'argent. Des objets précieux qui avaient été déposés là entre les 7e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Parmi ces objets reviennent sans cesse 3 éléments, des armes, des éléments de harnachement pour les chevaux et des décors avec des animaux, ce qui explique le nom d'art animalier donné à ces motifs iconographiques, à ces images. Un motif récurrent est ainsi celui du cerf. Un cerf aux membres repliés, aux fins sabots superposés, la tête tendue vers l'avant ou, dans certains cas, repliée vers l'arrière-train, et dont la ramure semble flotter dans le vent. Vous avez ici un cerf de la fin du 7e siècle ou du début du 6e, découvert à Kostromskaya Stanitsa, qui se trouve dans les premiers contreforts du Caucase, en Russie méridionale. Alors je prendrai plus particulièrement 2 exemples de cet art, 2 exemples pris au IVe siècle, et non plus à l'époque archaïque, 2 exemples qui présentent des figures humaines et pas seulement des animaux. Voici d'abord ce qu'on appelle le vase de Kul-Oba. Kul-Oba est un nom turc d'un kourgane qui se trouve en Crimée orientale, pas très loin de la cité coloniale de Panticapée, la capitale de ce qu'on appelle le Bosphore cimérien, une ancienne colonie grecque. Sur ce vase, qui a une forme qui n'est pas une forme grecque, sur ce vase, qui est un vase en or de 13 cm de haut, qui pèse 328 grammes, on voit une frise de 7 personnages. Parmi ces personnages, l'un d'eux a un genou en terre et tend la corde d'un arc. Le voici. Derrière lui, 2 Scythes, entre guillemets, 2 personnages, font la conversation. L'un appuie contre sa lance un front pensif, tandis que l'autre est agenouillé et semble attendre un conseil. Plus loin, un homme panse la jambe d'un camarade. Vous l'avez à gauche et à droite. Et enfin, au milieu, voyez, sur cette diapositive,
une scène où un personnage semble mettre la main dans la bouche d'un de ses camarades et jouer au dentiste. Tous les personnages ont les cheveux longs, raides, hirsutes. Ils sont vêtus de ce qu'on appelle un caftan, un court caftan serré à la taille, et ils ont de larges pantalons qui entrent dans des bottes souples. 3 d'entre eux sont coiffés d'une sorte de capuchon pointu, vous voyez ici à droite, et tous, sauf un, portent un gorite, c'est-à-dire un carquois, muni de son arc et de ses flèches. Le gorite ici, ceci est un gorite, un carquois, pour porter les flèches. La scène se passe sans doute à l'extérieur, dans la steppe peut-être, parsemée d'herbes et de petites fleurs. Dans ce même kourgan, on a également trouvé de très belles boucles d'oreilles, très finement ciselées, que vous voyez maintenant. Ah, les boucles d'oreilles sont passées à la trappe, les voici. Ça, c'était un gorite. Voilà la forme du gorite. Voici les boucles d'oreilles de Kouloba. Deuxième exemple que je souhaite vous montrer, celui d'un objet que l'on appelle le peigne de Solocha. Solocha est un kourgan du même nom qui est situé sur le Dniepr et qui date du début du IVe siècle. Cet objet, magnifique, sans doute l'un des plus beaux objets de ce qu'on appelle l'or scythe, cet objet mesure 12,6 cm de haut et pèse 294 grammes d'or. On y voit un cavalier barbare dont la monture est à terre. Voici le cavalier, voici sa monture ici. Le cavalier est coiffé d'un casque corinthien, ici, un casque grec. Et il s'apprête à frapper un adversaire également barbare dont la monture est à terre, donc on l'a dit. Donc voici l'adversaire. Tandis qu'un troisième personnage, qui a un carquois sur le côté, un troisième personnage, eh bien, se porte au secours du cavalier. Alors, le personnage qui est à gauche tient ici une épée courte qu'on appelle l'akinakès. L'akinakès, c'est une épée courte caractéristique des barbares pour les Grecs. Mais le casque et surtout le bouclier sont de forme trace, en particulier le bouclier ici. Le bouclier rappelle ce qu'on appelle la pelta en grec, qui est un bouclier en bois fait d'un écran et de lattes en bois. Et c'est reproduit sur l'or. Alors, comment interpréter ces objets? Qu'est-ce que c'est que ces objets? Ce qui est intéressant à propos de ces objets, ce sont surtout les problèmes d'interprétation qu'ils posent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, ces objets et les kourgans qui allaient avec ont été compris de manière tranchée, binaire, bilatérale, comme ayant appartenu à des scythes et comme représentant des scythes. Ces objets, comme le récit d'Hérodote, illustreraient la vie quotidienne des scythes, montant à cheval et traversant la steppe en nomade. Par ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire que les orfèvres, les joailliers qui ont fabriqué ces objets étaient des artisans grecs, venus de la mer Égée au sens large, peut-être aussi de la Thrace, des artisans établis sans doute à Panticapée, l'actuelle Kertch. Cette intervention des Grecs expliquerait certaines particularités des objets. Par exemple, sur un pectoral, le pectoral que j'ai montré tout à l'heure, donc un grand collier qui a été trouvé dans le kourgan de Tolstaïa Magilla en Ukraine, et bien sur ce pectoral au centre, on trouve un décor typiquement grec de rinceaux, de fleurettes, de palmettes et de rosaces. Ce sont des motifs, les motifs que vous avez ici sont des motifs qui sont typiquement grecs. Ces artisans auraient donc fabriqué ces objets, des artisans grecs auraient fabriqué des objets pour une clientèle particulière, les nomades scythes de la steppe. Des Grecs d'un côté, des Scythes de l'autre, d'où le nom de Gréco-Scythes
qu'on donne à cet art. Ce genre de position, ce genre d'explication est illustré de manière caricaturale par la préface qu'a donnée en 1975 un grand archéologue français qui s'appelle Pierre Amandry, qui est aujourd'hui décédé. Un grand archéologue français donc, avait écrit une préface au catalogue de l'exposition sur l'or des Scythes qui s'était tenue au Grand Palais la même année. Voici ce que dit Pierre Amandry. L'art gréco-scythe a la saveur des choses uniques et passagères, nées d'un accident de l'histoire, de la rencontre de deux peuples, de deux civilisations qui n'étaient pas nécessairement destinées à se rencontrer. Le dépaysement a aidé les Grecs, établis en Scythie, à se défaire de quelques-uns de leurs préjugés. Pour satisfaire les goûts de la clientèle scythe, ils ont été amenés à élargir le champ habituel de l'art grec et à y accorder droit de cité à des aspects de la vie que la vieille Grèce négligeait ou méprisait. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus écrire des choses aussi désuètes, aussi tranchées. L'affaire, en effet, est moins simple qu'il n'y paraît. Premier point, sur le territoire de Panticapée, qui est une ancienne colonie, ceux qui se font enterrer ne sont pas des Scythes hérodotéens. Ce sont beaucoup plus probablement ceux qui habitaient là et qui sont les membres d'une famille royale appelée la dynastie des rois spartocides, du nom de leur fondateur, Spartokos. Cette famille est bien connue des sources littéraires et des sources iconographiques du IVe siècle. Ce sont eux, ou bien les aristocrates locaux, qui ont fait construire, par exemple, le fameux Kourgan royal, dont on voit ici l'entrée monumentale. C'est un Kourgan qui se trouve sur le territoire de Panticapée. Voici l'entrée de ce qu'on appelle le Tsarski Kourgan. Or, ces rois ou ces aristocrates étaient en contact permanent avec les Athéniens, auxquels ils fournissaient du blé. Et par ailleurs, ils avaient souvent, dans leur jeunesse, passé du temps à Athènes pour y recevoir une éducation lettrée, ce qu'on appelle la paideia, en même temps que pour y faire du commerce, qu'on appelle l'emporia. Deuxième point, les Scythes, entre guillemets, sont d'abord une invention des Grecs. Nous ne connaissons les Scythes que parce que les Grecs nous disent d'eux. Et si les Scythes avaient lu Hérodote, ils ne se seraient probablement jamais reconnus dans ces descriptions. Pourquoi ? Parce que, comme tout ethnographe, Hérodote fabrique les Scythes. Il les construit avec sa propre façon de voir, avec ses propres catégories mentales, qui sont celles d'un Grec. Naturellement, il a des informateurs sur place à Olbia. Il est allé à Olbia. Et il fait des efforts d'objectivité. Mais il ne peut pas faire autrement que de créer son objet. C'est exactement comme lorsque les ethnologues ont débarqué en Afrique dans le sillage de la colonisation, puis de la décolonisation, à la fin avec les meilleures intentions du monde, au moment de la décolonisation. Mais les ethnologues ont inventé des manières de placer les différentes ethnies africaines qu'ils rencontraient dans des catégories que ces ethnies ne reconnaissaient absolument pas. Donc les Scythes d'Hérodote ont peu de chances d'avoir existé tels quels. L'une des meilleures preuves qui soit est assurément l'existence dans les sources littéraires d'une autre manière de voir les Scythes que celle d'Hérodote, la manière de l'école de l'orateur Isocrate. Cette école avait une vision très particulière du barbare scythe, qui ne ressemblait pas du tout au sauvage décrit par Hérodote. Le Scythe d'Isocrate et de ses sectateurs était au contraire une sorte de bon sauvage, aux mœurs pacifiques, au point que l'une de ses caractéristiques aurait été de boire du lait au lieu de boire du sang.
c'est l'image du site galactophage. Le galactophage. Vous le voyez ici, le galactophage, je l'ai mis là. Il est en train de traire une brebis, évidemment, pour boire son lait. Il faut bien se dire que les vrais sites nous échappent. Alors, comment comprendre les images qui circulent? Que sont-elles? Qu'est-ce qu'elles représentent? On peut faire ici l'hypothèse que les images qui décorent ces objets en or n'ont pas imité la réalité, mais ont imité les récits fabriqués par les Grecs, qu'il s'agisse d'Hérodote ou d'Isocrate. Les aristocrates du Bosphore, les aristocrates de Panticapée, éduqués à Athènes, auraient raffolé de ces images qu'ils auraient accumulées dans leurs tombeaux sous la forme de bijoux en particulier et de décorations. On voit bien ici que l'art n'est pas une illustration de la nature, mais une autre manière de traduire les catégories utilisées par les Grecs pour percevoir les sites. Voilà, je vous remercie de votre attention.